C'est avec beaucoup de plaisir qu'on est en votre compagnie, Madame Christine Audan, directrice du musée Au fil du papier à Pont-à-Mousson. Déjà, on vous remercie de nous accueillir. Je vais vous demander de nous présenter déjà généralement un petit peu quel est ce musée, s'il vous plaît. Alors, en fait, le fil conducteur du musée, c'est comme le nom l'indique, le papier. Pourquoi le papier? Parce qu'on a une partie historique donc, qui représente tout le rez-de-chaussée en fait, du musée. Pendant la période de l'université à Pont-à-Mousson de 1572 à 1768, il y a beaucoup d'imprimeurs et d'éditeurs qui sont venus s'installer en ville, d'où cette première référence au papier. On a des collections en papier mâché ou carton laqué, puisque ça a été une industrie très brillante au XIXe siècle et au XXe siècle. Et puis l'imagerie populaire mucipontaine, qui est également très présente dans nos collections. Voilà. D'où ce fil conducteur. Alors on va commencer par le rez-de-chaussée. Tout naturellement, on découvre l'histoire de la ville. Je vous laisse nous présenter un petit peu ce qu'on peut découvrir ici, tout simplement. Alors, la ville, déjà, il faut savoir qu'elle a été créée à l'époque médiévale, donc en 1261, par le comte de Mousson et de Bar, donc Thibaut II. On a fêté il n'y a pas longtemps donc, les 750 ans de la ville. Et donc ici nous avons surtout des éléments plus d'ordre religieux qui sont présentés. Donc en fait Thibaut II va choisir de créer cette ville parce qu'il y a un enjeu stratégique qui est le pont, qui est déjà en place à ce moment-là. Donc un pont c'est stratégique d'une manière militaire, ça a aussi un intérêt financier par le biais des péages. Et donc il va inviter les gens des villages alentours à venir s'installer dans la ville neuve du pont. Voilà, donc la ville est créée ainsi. C'est vraiment, on voit, parce que là vous avez différentes diaporamas, c'est l'importance du pont justement, de la circulation à cette époque. On voit l'évolution du pont également, effectivement, grâce à différentes maquettes. Et puis le pont, c'est évidemment la première chose que l'on va détruire durant les guerres. Donc le pont, d'ailleurs, à Pont-à-Mousson, ne va pas être épargné, notamment durant les deux conflits mondiaux. Donc dans cette salle, en fait, on a un élément, un hôtel votif de l'époque gallo-romaine. Sinon, on a essentiellement de l'époque moderne qui est représentée ici, du religieux. Nous avons notamment des reliquaires, nous avons des représentations de la Vierge, donc la Vierge du Pont qui se trouve ici. Et puis effectivement, c'est un peu une amorce vers l'histoire particulière de Pont-à-Mousson avec une forte présence durant l'université de Pont-à-Mousson à partir de 1572. Où la ville, en fait, va être un bastion de la réaction catholique à la réforme protestante. Et on va même pouvoir baptiser la ville de ville-couvent, puisqu'il y aura énormément d'établissements religieux qui vont s'installer dans la ville. Et l'université va être aux mains des jésuites. Donc ça va être vraiment une réaction catholique à la réforme protestante. Parlez-nous un petit peu de l'université alors, du coup, parce que c'est la première, hein, je crois, dans la région. Hein. C'est la première université de Lorraine qui est fondée à Pont-à-Mousson. Donc c'est une volonté en fait de deux hommes, le duc de Lorraine et son cousin, le cardinal de Lorraine, donc qui vont en fait choisir cette ville puisque ça a un intérêt géographique intéressant. Metz à cette époque est une ville à prédominance protestante. On va essayer en fait d'appliquer le Concile de Trente au niveau en fait de la ville de Pont-à-Mousson. On va y installer des jésuites. Alors il faut savoir que les jésuites, eux, ne reçoivent pas d'ordre du roi, mais directement du pape. Donc ça va vraiment permettre d'ancrer cette réaction catholique à la réforme protestante. Et puis, en fait, l'intérêt dont on parlait tout à l'heure du papier, c'est qu'en fait, catholiques et protestants vont aussi se répondre au travers d'écrits. Et d'ailleurs, c'est aux jésuites qu'on doit le nom de Mucipontin aux habitants de Pont-à-Mousson, puisque les livres étaient écrits Muciponti et les livres des laïcs Pont-à-Muci. Voilà. Donc une université très importante. On va accueillir pratiquement autant d'étudiants que d'habitants dans la ville. Donc ça va vraiment être, même au niveau européen, un lieu très important de culture. Et en 1768, par contre, l'université de Pont-à-Mousson va disparaître, l'université de Lorraine va être déplacée sur Nancy. Donc pour pallier à ça, par contre, le roi Louis XVI va proposer une solution, c'est de mettre dans les anciens locaux de l'université une école royale militaire qui aura moins de succès, mais qui par contre va accueillir certains grands noms de l'histoire de France, notamment le général Duroc, qui sera vraiment un des intimes de Napoléon Ier, ou le général Favier.
Voilà. Même simplement en se promenant dans la ville, on voit encore vraiment toutes les traces du passé. Je pense que vous seriez d'accord. Si on prend ne serait-ce que les noms de certaines rues, de choses comme ça, ce que vous venez d'expliquer, on le voit vraiment concrètement. Alors au niveau des noms de rues, effectivement, on a donc la fameuse place du Roc qui est vraiment le cœur de la ville. Et puis au niveau des bâtiments également, on a encore des traces de magnifiques hôtels particuliers Renaissance au travers du centre de Pont-à-Mousson. Nous avons la très belle abbaye des Prémontrés également, la place du Roc avec ses arcades de différentes époques, une place triangulaire à la pointe légèrement écrasée. Donc c'est vrai que c'est une très belle ville, sans oublier les deux églises, l'église Saint-Martin et l'église Saint-Laurent. L'église Saint-Laurent qui accueille le retable de Philippe de Gueldre, qui est vraiment une pièce extraordinaire. On va maintenant s'intéresser peut-être plus au sujet pour lequel je vous avais contacté, c'est le papier laqué ou papier mâché, je ne sais pas trop. Je vous laisse nous expliquer rapidement avant qu'on aille découvrir. Oui. En quoi ça consiste alors, on parle de papier mâché généralement. Pour nous, ça a une autre connotation puisqu'on pense un peu aux réalisations des enfants, notamment des écoles maternelles. Le papier mâché fut vraiment élevé au niveau d'un art, surtout dans la seconde moitié du 19e siècle. On va parler de style Napoléon III en France et de style Reine Victoria en Angleterre. Les hâtes qui sont à l'origine de l'industrialisation, de l'installation d'une industrie de papier mâché au niveau de Pont-à-Mousson, eux vont parler de carton bouilli ou de carton laqué. Ils vont préférer cette appellation. Alors, pourquoi se sont-ils installés ici? Tout simplement parce que c'était une famille d'origine allemande qui a cherché à s'installer en France. Ils sont d'abord installés à Forbach en 1853. Seulement, après la guerre franco-prussienne, Forbach va devenir allemande. Donc, on cherche un nouveau lieu pour installer le papier mâché, l'industrie hâte. On choisit Pont-à-Mousson, puisque Pont-à-Mousson est ville frontière, que pour fabriquer la matière première, en plus, on a besoin d'eau. Donc une cartonnerie installée à Blénod-les-Pont-à-Mousson et aussi une partie donc, décoration installée à Pont-à-Mousson même. En sachant qu'en plus, Pont-à-Mousson va profiter aussi d'un élément stratégique, à savoir effectivement la facilité des déplacements, des transports. Voilà, Christine, on est maintenant, j'allais dire, dans le concret du sujet. Je vous laisse nous présenter un petit peu ce qu'on découvre, parce que ce n'est pas forcément la famille Hâte que vous m'avez expliqué ici. Non, effectivement, en fait, à l'origine donc, de cette industrie du papier mâché sur Pont-à-Mousson, on a cette famille Hâte. Toutefois, les Hâte ont fabriqué énormément d'objets en papier mâché, mais pas forcément des objets aussi conséquents que ceux qui sont derrière nous. Alors, il faut savoir que l'art du papier mâché existe aussi dans d'autres pays, notamment en Angleterre, où on va retrouver surtout des motifs floraux, comme ici. Donc ici, c'est le salon que nous appelons le salon de la Reine Victoria. Alors, on ne sait pas s'il appartenait à la Reine Victoria. Par contre, on sait que la Reine Victoria était très friande de papier mâché et qu'elle en avait dans sa demeure d'Osborne, en Angleterre. Voilà, donc c'est une des pièces maîtresses du musée. Pour parler un peu des Hâte, en fait, c'est une famille d'origine allemande. Au départ, le fondateur, on va dire, de la dynastie Hâte est un garçon meunier qui, durant ses loisirs, fabriquait des tabatières, donc d'abord en bois, puis en papier mâché. Il les vendait par le biais d'une abbaye. Il a continué, en fait, à fabriquer des objets. Ses enfants ont pris la suite. En 1839, ils vont fonder une première entreprise à Ensheim, donc près de Saarbrück, en fait, en Allemagne, qui va très bien marcher. Et ils vont en fait décider de fonder une entreprise en 1853 à Forbach, puis après l'annexion à Pont-à-Mousson en 1872. Voilà, donc en fait, c'est une entreprise en plus assez innovatrice, puisque très tôt, ils vont proposer des catalogues de vente en 4 langues. Ils vont diversifier la gamme de leurs produits. On commence par les tabatières, tout ce qui concerne les fumeurs, puis on va passer à des objets de la vie quotidienne, tout ce qui a trait à l'écriture, des boîtes à gants, des boîtes à mouchoirs. On va avoir des choses très variées. On va avoir de magnifiques guéridons, donc richement incrustés d'étain, de nacre, de maillechort. Et puis, on va avoir aussi des objets de la vie quotidienne, donc, qui rend d'ailleurs la visite de ce musée assez agréable, puisque souvent les gens, après cette visite, se rendent compte qu'ils ont vu du papier mâché chez leurs parents ou leurs grands-parents. Donc ça fait un petit effet Madeleine de Proust, finalement, quand on visite ce musée. On a parlé comme ça des objets, mais est-ce qu'on peut parler un petit peu de la technique? Comment ça se passe? Parce que moi, je vais être naïf. Au début, quand je voyais objets en papier mâché, je croyais que c'était que en papier, mais je crois que c'est pas du tout ça, en fait. Alors, le papier mâché, en fait, c'est un mélange entre différentes matières. C'est un mélange entre du chiffon, du bois, voire de la paille.
qui vont être mélangés avec de la colle, de l'eau. Et en fait, tout cela va permettre de former la pulpe. D'ailleurs, on pourra voir les étapes du papier mâché dans une vitrine qui est juste derrière nous. Donc cette pulpe, en fait, qui est assez grossière, va être travaillée grâce à une machine de l'industrie papetière qu'on appelle la pile hollandaise. On va travailler cette pâte, on va former des genres de planches. Puis, en fait, on va leur donner la forme voulue par rapport à l'objet qu'on veut fabriquer au final. Ça va être trempé dans des bains d'huile de lin jusqu'à saturation pour les durcir. Vient ensuite la phase du laquage, donc dans la couleur souhaitée. Alors, la laque noire est prédominante à la fin du 19e siècle, mais on a aussi du rouge, différentes couleurs. Et dans la dernière couche, donc il faut savoir qu'il y avait entre 3 et 18 couches de laque, on va y incruster des éléments, donc par exemple de la nacre, de l'étain. En parallèle de ce procédé qui va donner vraiment des pièces uniques, on va aussi éventuellement avoir un autre procédé qui va être utilisé pour les objets plus de la vie courante, qui sera la décalcomanie, en fait, tout simplement. Alors, il faut savoir qu'il y aura eu une évolution. Le papier mâché est très prisé, surtout dans la seconde moitié du 19e. Ça va être vraiment quelque chose qui va caractériser la bourgeoisie. Avoir des objets très luxueusement décorés va donner en fait un avantage au propriétaire, c'est-à-dire va le permettre de le mettre en avant par rapport à la société. Après la guerre de 14, les mentalités vont évoluer, on est plus dans du fonctionnel. Donc les objets vont être moins richement décorés, mais ils seront utilitaires. Mais on a fabriqué de tout en papier mâché, c'est-à-dire qu'on a fabriqué du meuble, on a fabriqué à un moment les roues du transsibérien en papier mâché, on a fabriqué des stéthoscopes en papier mâché. On a vraiment une collection très très hétéroclite. C'était au départ que des commandes, comme vous disiez, par des familles bourgeoises, mais est-ce qu'il y avait aussi des objets de série, je dirais, qu'on pouvait venir se procurer si on était intéressé, ou c'était des familles qui venaient ici se renseigner? Alors, pour cette question, par contre, je ne pourrais pas trop vous donner de précision. Il y a des objets qui ont un caractère unique, je pense notamment au salon qui est derrière nous. Par contre, il y a certains objets où on retrouve le même type de décor. Donc, c'est-à-dire que vous aurez pu avoir toute une série de plateaux, de corbeilles avec le même motif. Ce qui est par contre dommage, c'est que ces objets qui sont réalisés, en fait, le décor est réalisé par des ouvrières, en fait, nous n'avons pas de nom de personnes ayant réalisé ces décors. Et alors pourtant, ça devait être quand même une grosse entreprise ou industrie sur Pont-à-Mousson. C'était une très grande entreprise. Ouais. Voilà, donc la cartonnerie, il y avait la cartonnerie d'une part, et par contre les ateliers de décoration, c'était des femmes en fait d'ouvriers qui s'occupaient de la décoration. Donc on a d'ailleurs une représentation de ces ateliers en 1922 dans une des salles du musée. Cette fois-ci, on est au deuxième étage. Je vous laisse nous expliquer un petit peu. Vous nous l'avez déjà dit lorsqu'on était au premier étage, mais là, on découvre concrètement tous les objets qui existaient à partir du papier mâché, tout simplement. Voilà, donc on voit que les collections sont très hétéroclites. Ça va du guéridon à bascule, en passant par le panier à couvert, en passant par les pots à pharmacie. On a également un stéthoscope dans la vitrine. Donc on a beaucoup de guéridons à ce niveau-là. On a également des objets de la vie quotidienne, donc ramasse-miettes, ronde-serviettes, boîte à thé. Donc c'est vraiment quelque chose que les gens vont posséder chez eux et qui sera aussi à la portée de tous en fait. La clientèle, parce qu'on parle de familles bourgeoises comme ça, mais est-ce qu'il y avait de la clientèle étrangère? Vous nous expliquiez la reine Victoria peut-être. Est-ce que c'était construit ici ou est-ce qu'ils avaient des industries qui faisaient la même chose? Alors, il y avait des industries également en Angleterre. La clientèle, on va dire que ça correspondait plus à la bourgeoisie au niveau du 19e. Après, ça a été plus ouvert à un public plus large. Et puis surtout, on a eu des gammes différentes, c'est-à-dire qu'on avait des choses richement ornées. En parallèle, on avait des objets proprement utilitaires de la vie quotidienne qui, eux, vont être décorés à l'aide de la décalcomanie. Donc, ça va être des objets moins onéreux sur le marché. J'ai des questions naïves, mais j'étais en train de regarder pendant qu'on discutait. Je vois des dessous de plats, mais est-ce que c'était fragile l'entretien? Comment ça se passe? On pouvait nettoyer avec un chiffon, des choses comme ça? Oui, bien sûr. C'est quelque chose qui n'est pas fragile. Alors, comme on l'a dit, c'est quelque chose de très résistant. Donc, c'est quelque chose de très peu fragile, le papier mâché. Et du coup, cette industrie a duré jusque quand? Parce que malgré tout, maintenant, je ne sais pas si ça existe encore. Pour être honnête. Non, malheureusement, en fait, ce qui va mettre un terme au papier mâché, c'est vraiment l'apparition du plastique et notamment de la bakélite. Donc l'usine, notamment de Forbach, va fermer ses portes dans les années 60.
Celle de Pont-à-Mousson va être transformée. Donc déjà en 1927, elle devient la SUT, Société d'usinage de tubes électriques, parce qu'il faut savoir aussi qu'en fait, le papier-mâché a une très bonne propriété isolante au niveau de l'électricité. Et puis ça va être racheté en 1960 par le directeur en fait, effectivement de la SUT, donc Monsieur Jacquemin, ça va devenir l'usine ACT, donc atelier de chaudronnerie thermoplastique. On va fabriquer à partir des anciennes machines en fait, des objets en plastique. Et là, tout a disparu à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut considérer ça, parce que c'est vrai que c'était des objets usuels dans la vie de tous les jours, mais pardon, c'est aussi quand même des œuvres d'art, non? Est-ce que vous le savez peut-être, des équipes qui faisaient un design, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas qui avaient des modèles, parce que quand on regarde, on voit quand même qu'il y a du travail, et puis ça a été fait main. Il y a une réflexion, d'ailleurs on remarque suivant la provenance des décors plus typiques, par exemple de l'usine d'Einsheim, que effectivement de l'usine de Forbach. Je pense qu'il y avait une réflexion en amont. D'ailleurs, ça se retrouve au niveau des catalogues de vente. Hein. Sur la plupart des objets, vous avez le monogramme de la famille Hatt, qui va être différent suivant le lieu de production ou suivant la date de fabrication. Et puis vous avez les numéros en fait, qui reportent au catalogue, qu'on a la chance de posséder ici et qui nous permet vraiment d'avoir une typologie des objets qui est vraiment très, très variée. Au niveau du musée, est-ce qu'il y a des... C'est vraiment de la curiosité, hein, mais des pièces que vous recherchez justement à partir de ce catalogue qui vous manque et vous vous dites que ça doit exister quelque part? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? On a acquis récemment des choses atypiques, donc je pense notamment au stéthoscope. On a acquis une poupée en papier mâché en très bon état. Voilà, Christine, je vous laisse nous expliquer un petit peu, parce que là aussi j'ai découvert, il y avait l'imagerie d'Épinal, mais il y a eu quelque chose qui s'est créé aussi ici à Pont-à-Mousson. Alors l'imagerie populaire, c'est vraiment quelque chose qui va se trouver un peu partout. On va avoir une imagerie aussi à Metz, à Wissembourg, donc Épinal, Nancy et Pont-à-Mousson. Donc Pont-à-Mousson a été créé de manière assez tardive, donc en 1849. Et c'est un Messin en fait qui est à l'origine de cette création, Elia Gunthal. Il va ramener un certain nombre d'artistes avec lui. Et il va utiliser d'emblée un procédé qui est vraiment novateur, qui est la lithographie, c'est-à-dire l'utilisation de pierres lithographiques pour imprimer ses dessins. Donc on en a d'ailleurs dans une des vitrines pour expliquer la fabrication. Cette imagerie, elle va être très diversifiée. On va retrouver des paysages, beaucoup de scènes militaires. Ce qui lui est propre aussi, c'est en fait un intérêt pour le jeune public, pour l'enfant. Donc on va avoir effectivement ces scènes militaires, des fables de La Fontaine, des contes, des jeux de loi, des procédés de constructomanie, donc des petits éléments qu'on va découper pour former par exemple des mini-théâtres. On va retrouver l'alphabet parce qu'on est en plus dans une phase d'alphabétisation. Et puis on va avoir quelque chose d'un peu atypique aussi à Pont-à-Mousson, c'est ces personnages en fait qu'on appelle les grosses têtes, c'est-à-dire ce sont des enfants à la tête légèrement disproportionnée par rapport au reste du corps, donc ce qui va faire un peu la spécificité. Donc à la mort d'Agunthal en 1881, le relais est pris par Marcel Vanier qui travaillait depuis 20 ans à l'imagerie, puis par ses fils. Alors là, au niveau qualité, ça baisse un tout petit peu, mais c'est encore très varié. Et ce qui va marquer la fin de l'imagerie mucipontaine, malheureusement, comme beaucoup d'entreprises, c'est la guerre de 14-18. Donc Louis Vanier va réussir durant un temps à sauver cette imagerie en l'installant à Gerville, et puis elle va totalement disparaître. C'est encore des questions naïves, mais où on trouvait ça? Il y avait des magasins, c'était des librairies, je ne sais pas si on disait comme ça. Mais... Alors, il y avait les deux, en fait. Ça marchait aussi par le biais du colportage. Ah, tout simplement, voilà. Et du coup, il y a combien de pièces? Parce que là aussi, on découvre qu'il y a eu beaucoup de sujets abordés, comme vous venez de l'expliquer. Hein. Alors, au total, on va dire que... Il me semble que Agunthal a fait environ 1000 images environ. Donc là, on en a déjà bien 600, je crois, au niveau du musée. D'accord. Alors, on vous remercie, Christine, pour votre accueil. On va juste rappeler que si les gens sont intéressés pour découvrir peut-être de l'intérieur la vie de la création du papier mâché, il y a un roman de Frédéric Volo qui s'appelle Pour l'honneur de Blanche et qui raconte précisément tout ce que vous venez d'expliquer aussi, je pense. Tout à fait. Et oui, allez-y. Alors, à noter qu'en fait, elle s'est inspirée d'un personnage réel dans l'histoire, puisque le cocher, en fait, qui discute avec le personnage principal, lui a été inspiré par le premier conservateur honoraire du musée, qui nous a quittés il y a 2 ans.
Et voilà, en fait, c'est un petit clin d'œil dans cet ouvrage. Voilà. Et toute dernière question, je vous laisse nous préciser les heures d'ouverture du musée, peut-être l'adresse aussi, parce que c'est vraiment intéressant. Alors l'adresse, il faut préciser qu'on est vraiment près de la place du Roc, dans une petite rue qui s'appelle la rue Magot de Rogerville. Donc on est au numéro 13, dans un ancien hôtel particulier du XVIe siècle, donc Renaissance. En hiver, nous sommes ouverts de 14h à 17h tous les jours, sauf le mardi. Et en été, nous sommes ouverts, alors sauf le mardi, encore une fois, de 14h à 18h. Et le dimanche, on est ouvert de 10h à 12h et 14h à 18h. Alors, horaire d'été, c'est à partir de quand? Alors, 30 avril. 30 avril, Voilà. Eh ben voilà. Ben, encore une fois, merci beaucoup, puis on invite les gens à venir découvrir votre musée.